je pense qu'on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, bienvenue à toutes et à tous. C'est un webinaire dédié aux maladies professionnelles. On fait aujourd'hui un petit focus sur les affections chroniques du genou et de la tendinite d'Achille. Donc, ce webinaire va durer 30 minutes de présentation et nous aurons 15 minutes pour l'échange de questions-réponses. Questions-réponses que vous pouvez poser en utilisant la fonction Q et R. Pour plus de facilité, nous avons coupé vos micros et votre webcam pour ce webinaire. Je me présente, je suis Jean-Michel Paul, chargé de la relation entreprise, et j'ai le plaisir d'être accompagné de deux de mes collègues qui sont agents enquêteurs, donc Barbara et Valérie. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, comme j'ai indiqué, on va voir donc tout ce qui est les maladies professionnelles par rapport aux membres inférieurs et notamment les affections aiguës et chroniques du genou. Donc on va voir quelles sont les causes. Les affections chroniques de la tendinite d'Achille, ce qu'on entend par là, ça va être les chevilles et le pied. Et puis, il y aura en troisième partie les investigations. Donc, ça va être notamment l'instruction du dossier et le rôle du comité de reconnaissance des maladies professionnelles. Et puis, en dernière partie, ça sera l'étude du questionnaire. Donc, on va enchaîner tout de suite sur la première partie, les affections aiguës et chroniques du genou. Alors, simplement pour rappel, une maladie est professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce une activité professionnelle. Alors, l'hygroma aigu et chronique du genou, quelles en sont les causes? Donc, les causes d'un hygroma aigu et chronique du genou sont principalement traumatiques, souvent secondaires à des microtraumatismes répétés ou plus rarement à un traumatisme unique. Par exemple, dans le secteur du BTP, c'est souvent les coffreurs, les étancheurs ou les bardeurs qui s'exposent à ce risque, ou encore dans les professions de pose de revêtement de sol, les carreleurs, les parquettistes, où l'activité implique une position habituellement en appui prolongé sur le genou. Alors, sur la compression du nerf sciatique, pour le nerf sciatique, les travaux réalisés en position prolongée, en flexion forcée du genou, en position prolongée assise sur les talons ou en position accroupie, comme par exemple les activités illustrées sur cette slide. Donc après, on va passer à l'hygroma aigu et chronique du genou. Donc, quelles en sont les causes? Donc, c'est des travaux qui sont susceptibles de provoquer ces maladies. Travaux exécutés habituellement donc en position agenouillée. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont potentiellement des professions du BTP, donc comme les carreleurs ou les chauffagistes qui font de la poche de chauffage au sol. Après, vous avez la tendinopathie sous-quadricipale ou quadricipale, donc les causes et les conséquences. Alors, c'est essentiellement des travaux qui comportent de manière donc, habituelle des efforts en charge avec contraction répétée du quadriceps lors de la montée ou de la descente. Alors, vous avez essentiellement donc, un flipper qui monte ou qui descend du camion. Donc, il faut savoir donc, escabeau ou échelle. Par exemple, quand vous avez le plaquiste ou un peintre ou un poseur de tapisserie ou un électricien. Alors, il faut l'action de montée et de descente en charge et non avec charge. Donc, c'est-à-dire que le poids de la personne peut suffire pour être exposé. Alors, pour la tendinopathie de la patte doigt, elle peut survenir dans les métiers où l'activité comporte de manière habituelle des mouvements répétés de flexion-extension
comme par exemple pour un serveur, ou encore par des mouvements répétés de flexion contre-résistance que l'on retrouve dans les métiers de livreur à vélo, comme aussi les facteurs, par exemple, hein. Alors, par rapport à ces pathologies qu'on vient de vous énoncer, donc ces pathologies sont référencées dans deux types de tableaux des maladies professionnelles. Donc, vous avez le tableau 57, qui est le tableau le plus courant, on va dire, et vous avez aussi le tableau 79. Alors, quelles sont les différences? Donc, le tableau 57, il vise essentiellement des pathologies donc, susceptibles d'affecter les membres inférieurs, donc genoux, chevilles et pieds, comme l'hygroma du genou et les tendinites dactyléennes. Alors, on vérifie essentiellement donc la gestuelle avec des travaux comportant de manière habituelle des gestes et des postures, c'est-à-dire une position accroupie ou un appui prolongé sur le genou. Contrairement, le tableau 79, on va surtout aussi vérifier en plus s'il comporte des efforts ou du port de charge. Donc, c'est ça la différence entre les deux types de tableaux par rapport aux différentes pathologies qu'on vient de vous exposer. Donc, nous allons passer à la deuxième partie qui concerne les affections chroniques de la tendinite d'Achille et notamment cheville et pied. Alors là, c'est un tableau où les causes et les conséquences sont, on va dire, des travaux comportant habituellement des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds. Alors, qu'est-ce qu'on entend par station prolongée? Il faut au moins un minimum de durée de 4 secondes en station prolongée sur la pointe des pieds. Donc, par exemple, une personne qui met en rayon ou autre, ou qui va chercher en hauteur, il faut prendre aussi la notion de taille de la personne et par rapport aux outils aussi qu'elle utilise. Oui, la taille est très importante, hein, La taille j'imagine. est très importante par rapport à ce type de pathologie et de tableau, puisque la position sur la pointe des pieds, un exemple, vous avez une étagère qui a 2 mètres de haut, la personne fait 1,55 m ou 1,56 m, voire un peu moins. Elle doit chercher en hauteur, elle n'a pas à disposition un escabeau ou autre type de matériel à disposition pour aller chercher quelque chose en hauteur. Elle se met sur la pointe des pieds pour aller chercher un livre ou un carton ou autre type de matériel en position prolongée sur la pointe des pieds. La taille, là, par contre, peut avoir une importance. Ne pas oublier non plus la taille de la personne par rapport à ce type de pathologie. Alors, le délai de prise en charge. Donc, le délai de prise en charge est fixé pour chaque tableau en fonction de la maladie constatée. Elle correspond au délai maximal entre la cessation d'exposition au risque, dans notre jargon DJTE, dernier jour de travail exposant, et la première constatation médicale de la maladie, dans notre jargon DPCM, date de première constatation médicale. La DPCM est fixée par le médecin conseil. Elle est obligatoire pour diligenter les investigations et valider les conditions du tableau. C'est cette date fixée par le médecin conseil qui définit la période sur laquelle nous allons investiguer. Donc, c'est bien le point de départ, en fait, hein, Le point de départ, tout à fait. les délais de prise en charge. Alors, le délai de prise en charge, s'agissant du délai de prise en charge, on rappellera que celui-ci correspond à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la maladie professionnelle. Il s'agit en réalité de la date de première constatation médicale de la pathologie qui doit intervenir dans un laps de temps déterminé. Cette date de première constatation médicale peut résulter de la réalisation d'un examen médical ou de l'établissement d'un arrêt de travail. Donc, ce n'est pas le certificat médical qui nous est joint avec la déclaration de maladie professionnelle qui est forcément la date de départ. C'est bien le médecin conseil qui va nous indiquer cette date et elle fera effectivement référence à une première constatation, soit par un examen médical, soit par une IRM. Alors, merci. On va passer à la troisième partie.
qui concerne les investigations et donc l'instruction du dossier et aussi le rôle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, concernant les investigations, donc par rapport au tableau 57 et aussi aux différents autres types de tableaux, d'abord, le service médical, donc le médecin conseil, va vérifier le certificat médical initial s'il est donc conforme et peut rendre et être désigné selon un tableau des maladies professionnelles. Donc, pour bénéficier de cette présomption d'imputabilité, il faut remplir certaines conditions. Donc, la maladie doit être directement désignée dans l'un des tableaux de la maladie professionnelle, donc essentiellement les tableaux 57 aussi 79. Il peut y avoir donc un caractère limitatif par rapport à ce type de tableau. Il faut aussi qu'on vérifie, donc après derrière, le gestionnaire vérifie le délai de prise en charge, si celui-ci rentre dans le type de tableau. Donc il peut y avoir différents types de délais de prise en charge qui sont précisés par rapport au tableau des maladies professionnelles. Et vous avez aussi les conditions relatives à l'exposition du risque. Alors, les conditions relatives à l'exposition du risque, celles-ci ne sont pas nécessairement obligatoires dans tous les types de dossiers. Ça dépend du tableau. Voilà, ça dépend le type de tableau. Après, donc, par rapport à ça, comment est instruit le dossier? Donc, d'abord, il y a une analyse donc, des pièces, donc avec le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle. Donc, le gestionnaire instruit le dossier et du coup interroge l'assuré, donc le demandeur, et l'employeur impacté selon la date de première constatation médicale. C'est-à-dire, je m'explique. Si aujourd'hui, la date de première constatation médicale est en 2022, le demandeur a changé de travail entre 2022 et 2023. La demande est aujourd'hui initialement établie aujourd'hui. On va interroger les employeurs précédant la date de première constatation médicale. Et selon le type de pathologie confirmée par le médecin, on va vérifier en général, ça peut aller jusqu'à 10 ans antérieurement, selon la date de première constatation médicale. Donc, on va vérifier antérieurement ce que les métiers que la personne a effectués. Après, donc, les examens médicaux aussi confirmés par le médecin conseil, à ce moment-là, pour savoir si c'est recevable sur un type de tableau ou en type de hors tableau. Donc, ça peut être pour les tableaux 79 qu'on a vu juste avant, il faut un IRM ou un arthroscanner uniquement ou en cours d'une opération. Et pour un tableau 57, une échographie ou un IRM peut valider le dossier et doit valider les dossiers. Souvent, les examens médicaux déterminent aussi la recevabilité du dossier demandé par l'assuré. Donc, si la saisie du C2RMP intervient, en fait, si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie, la caisse primaire doit saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, donc dit C2RMP, qui rendra un avis sur l'origine professionnelle ou non de la maladie déclarée. La maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Donc, il y a toujours un lien de cause à effet par rapport à l'activité du salarié. Enfin, c'est ce qu'on va rechercher. Okay. L'étude du questionnaire. Alors, concernant l'étude du questionnaire, donc, si vous complétez directement les questionnaires en ligne, ce qu'on vous préconise, c'est beaucoup plus facile et plus fluide, puisqu'ils sont accessibles à n'importe quel moment de la journée, on va dire, et aussi le samedi et le dimanche, même si en général, on ne travaille pas le samedi et le dimanche. Donc, vous avez d'abord la première complétude, dont c'est des renseignements de type généraux, où vous avez l'information du salarié, l'information de l'employeur, la personne à contacter, donc ça, et c'est vous. Donc, la personne qui est habilitée à répondre, on va dire, par rapport au métier que la personne effectue. C'est-à-dire, est-ce que c'est le RRH, est-ce que c'est le responsable sécurité, est-ce que c'est éventuellement le responsable direct de la personne qui travaille
le responsable de service ou autre. Là, c'est si on a besoin, nous, à notre niveau, en tant qu'agent enquêteur, de solliciter l'employeur, on va vérifier les coordonnées qui sont précisées dans le questionnaire et on prendra contact avec les informations, donc numéro de téléphone ou mail précisés dans le questionnaire. J'ajouterais aussi que très souvent, ces coordonnées qui figurent là, c'est la personne qui a complété le questionnaire. Parfois, les personnes qui complètent le questionnaire ont aussi recours à le conseil ou l'éclairage d'une personne de terrain, hein, puisqu'il y a souvent un hiérarchique direct sur le terrain. Donc, ils peuvent aussi compléter avec des renseignements apportés par le hiérarchique de terrain. Alors, les coordonnées du service de santé, travail et médecine au travail, alors ça, c'est important, notamment pour le service médical, si le dossier part à la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles, puisque à ce moment-là, le médecin du travail est sollicité avec un questionnaire à compléter. Donc ça, c'est une partie quand même qui est assez importante à compléter. Donc, ça veut dire que le médecin du travail, il a aussi un questionnaire, un autre questionnaire que celui-ci? Si le dossier part en commission régionale, donc s'il part en deuxième instance. Ok, C'est à là, cette condition-là, hein. et voilà. Et là, c'est uniquement le médecin conseil qui sollicite le médecin du travail, puisqu'on est lié, il faut pas l'oublier, au secret médical. Donc, on n'a pas les informations médicales et on n'a pas non plus nécessairement à avoir accès aux informations du médecin du travail. Après, le métier du salarié, bon, bah, ça, c'est quelque chose qui est important à préciser, surtout le descriptif du poste. La date du dernier jour de travail aussi. Alors, la date du dernier jour de travail, j'insiste aussi un peu par rapport à ça, parce que souvent, il est bien précisé l'organisation du travail avant le 12-10-2022. Donc, la date du dernier jour de travail, si aujourd'hui il travaille, c'est bien avant le 12-10-2022. Donc, c'est pas préciser la date où il était en effectif jusqu'au 25 ou 26 septembre 2024. Ça n'apportera pas rien de plus au niveau du dossier. Et c'est préciser le temps éventuel. Alors, si vous pouvez, parce que vous avez la possibilité de le préciser, il n'y a pas une notion de, on va dire, de cases. S'il fait 7 ou 8 heures, vous n'avez pas de cases à cocher. Si éventuellement il travaille avec en 3 fois 8 ou autre, ou s'il a un contrat de travail atypique, s'il travaille de nuit aussi, à ce moment-là, éventuellement le préciser. C'est un plus aussi pour nous à notre niveau. De toute façon, il faut mettre toutes les Le plus informations d'informations possible. nécessaires pour faciliter l'étude du dossier. Et Totalement. s'il a plusieurs tâches dans son activité, bien les différencier, donc identifier chacune des tâches pour les décrire spécifiquement, indiquer aussi le temps qui correspond à la réalisation de ces tâches, sachant qu'au final, au cumul de toutes les tâches qu'il va faire dans une journée et le temps alloué à chacune de ces tâches, on doit retrouver le temps contractuel de la journée. S'il fait 7 heures par jour, on ne doit pas se retrouver avec un cumul de... 13 heures, par exemple. Oui, allons-y carrément, 13 heures. Hein. Voilà. Alors là, bah, c'est aussi au niveau des intitulés de poste. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de mettre que 2 périodes d'intitulés de poste. Donc, cibler toujours par rapport à la date de première constatation médicale, quels sont les postes antérieurs, s'il y a eu différents postes antérieurs. Un changement de poste peut aussi avoir une pertinence par rapport à la demande de maladie professionnelle. Notamment, après, vous avez l'exemple de la lésion chronique du ménisque droit. Donc, on vous demande par rapport au nom des tâches, donc les différentes tâches de travail. Alors, quand on vous demande de préciser le nom des tâches, si par exemple la personne travaille 7 heures par jour, la plupart du temps en général c'est ça, OK, vous dites par exemple pendant 1 heure, il vient à son poste, il fait des tâches administratives, il doit vérifier son poste. À partir de la 2e heure, pendant 4 heures, il fait telle activité. Donc, il faudrait qu'au total, le nombre des tâches, le cumul des tâches, il effectue les 7 heures de temps de travail quotidien.
Parce que si vous mettez juste le temps pour vous ou potentiellement il effectue les gestes tels que le tableau le préconise, il nous manque un temps de travail pour avoir les 7 heures de temps journalier. Donc c'est ça qui après derrière peut poser problème aussi ou pas. Donc c'est même s'il ne fait pas les tâches, par 1 heure de travail, de tâches administratives quand il arrive, vous dites qu'il ne fait pas les tâches, mais au moins on le sait. Oui, il faut que ça rentre dans l'amplitude horaire du Voilà, travail effectif. Donc, si on est sur 5 heures, c'est 5 heures. Si on est Ouais. sur 7 heures, c'est 7 heures. totalement. C'est la durée de la tâche et pas de la position de la gestuelle, hein. Ok, ça c'est bien. Il faut faire la différence en fait, hein. Voilà. Oui, oui, c'est bien la durée de la tâche. Donc après, ben, vous avez l'exemple, combien donc le temps effectué par jour et le nombre de jours par semaine aussi, qui peut avoir un impact. Parce qu'il peut éventuellement faire une journée, il est affecté uniquement à ce poste-là pendant une semaine parce qu'il s'est déterminé comme ça, et les autres jours, il ne le fait pas. Donc ça peut aussi avoir un impact sur par rapport au tableau des maladies professionnelles, hein, le nombre de jours effectués par semaine. Alors, on voit aussi qu'il y a la durée, il y a un certain nombre de propositions. Maintenant, il peut aussi faire une tâche pendant 15 minutes. Là, vous ne saurez pas quoi cocher puisque c'est pas proposé, mais il y a La place, en la fait. place en dessous, dans l'espace libre, où vous pouvez préciser, ben voilà, il fait cette tâche pendant 15 minutes. C'est des questions qui nous ont déjà été posées par des employeurs. Oui, en effet, bon, c'est des propositions. Comme dit, il y a l'espace suffisant où vous pouvez préciser certaines choses que vous ne pouvez pas noter comme ça. N'hésitez pas à mettre le plus d'informations possible. Ne pas juste être succinct, le plus d'informations possible peut justement, à notre niveau et même au niveau des gestionnaires, aider dans la décision du dossier ou éventuellement engendrer une demande d'enquête pour vérifier oui ou non les dires des uns et des autres. Puisque nous, on intervient à un moment où il y a souvent une divergence entre les informations émises par l'assuré et émises par l'employeur. Donc, on est juste là pour lever ou confirmer la divergence. Donc après, là, vous avez, par rapport au questionnaire en ligne, on vous montre toujours la gestuelle telle que le tableau le préconise. Donc là, on voit bien que c'est une personne qui est en position agenouillée et qui doit donc avoir un port de charge. Donc on voit un carton en face. Et donc le fait de soulever et du coup, normalement, enfin, c'est tout à fait le cas, quand vous êtes sur les questionnaires risques professionnels en ligne, la gestuelle, le petit bonhomme, entre guillemets, bouge et vous explique le mouvement qu'on attend par rapport au tableau des maladies professionnelles. C'est ça l'avantage de le remplir en ligne, hein. Effectivement, c'est qu'en ligne, il est animé. Et l'exemple qui est donné, c'est vraiment à titre d'exemple. Bien sûr, on ne peut pas dessiner toutes les activités. C'est juste pour vous expliquer ou vous faire comprendre le mouvement. Vous n'êtes pas obligé de dire, bah, il soulève pas de carton, donc il ne remplit pas la condition. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pour essayer le plus possible de vous expliquer ce que définit en fait la gestuelle. Et après, du coup, vous avez autant de tâches, en fin de compte, de noms de tâches qui peut être précisé. Si vous en avez que deux, vous en avez que deux, mais si vous en avez cinq, vous en avez cinq. Et potentiellement, les cinq ne sont pas nécessairement impactés par rapport à la gestuelle. À ce moment-là, vous pouvez préciser aucun mouvement. Et du coup, vous pouvez passer à la tâche supérieure, enfin, Suivante. suivante, voilà. Alors là, on est sur l'exemple de la tendinite de la patte Pas de doigt. doigt. Ouais. Donc là, c'est la même chose, hein, descriptif, l'intitulé du poste, les tendinites de la patte doigt, donc les différentes tâches. Et après, donc sur la slide suivante, vous avez du coup la gestuelle. Donc là, on voit bien que c'est le fait du pédalage, des travaux qui comportent des mouvements prolongés, hein, de flexion, notamment l'exemple du pédalage. Donc là, c'est vraiment des dossiers très atypiques, mais qui peuvent exister.
Après, vous avez donc l'exemple aussi. Donc là, on est sur Tendinopathie achilléenne. oui, la tendinopathie achilléenne. Donc c'est le dernier exemple qu'on vous a donné, c'est la personne qui est sur la pointe des pieds. Donc là, bon, là, on ne le visualise pas, bien entendu, puisque c'est une. Mais du coup, le pied, en fin de compte, monte et vous avez bien le visu de la pointe, de la flexion, d'être sur la pointe des pieds. Et là, il y a la notion donc habituelle et d'être au minimum 4 secondes en flexion sur la pointe des pieds. Donc là, c'est une diapo où effectivement on va rappeler, comme on a déjà dit, hein, au niveau des enquêtes, enquêtes téléphoniques et les mises en évidence des incohérences s'il y a. Des divergences, ouais. Donc, en fait, c'est ce qu'on précisait. Donc, si les questionnaires sont divergents, donc le gestionnaire qui étudie le retour des questionnaires est dans l'impossibilité de statuer selon le tableau des maladies professionnelles. Donc, il y a une enquête qui est diligentée. Donc, c'est essentiellement une enquête téléphonique. Il peut y avoir une enquête sur site pour vérifier. Donc, on fait des études de poste ici pour vérifier ou non la gestuelle telle que le tableau le préconise. Et si on reste toujours donc sur on va dire une divergence, à ce moment-là, le dossier part en commission régionale de reconnaissance de maladies professionnelles. Et ce n'est plus du coup une décision d'ordre administratif, mais c'est qu'une décision d'ordre collégial médical. Donc, c'est bien la caisse primaire qui notifie la décision du comité régional, mais cette décision s'impose à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien aux salariés qu'à l'employeur, mais également à la caisse primaire, aux médecins conseils et aux médecins du travail. Totalement. Pour terminer sur le questionnaire, qu'est-ce qu'on peut, sur quel point on pourrait insister, c'est-à-dire, on peut dire, voilà, il faut mettre tous les éléments factuels qui sont en rapport avec, avec ce dossier. Ça peut être quoi? Ça peut être des photos, ça peut être... Ça peut être des photos, mais ce qui est aussi intéressant, on peut joindre des pièces, même en ligne, hein. Ça peut être la fiche de poste qui peut nous donner des explications sur la façon d'effectuer la tâche, mais effectivement des photos. Il y a aussi parfois des études qui sont faites par les médecins du travail dans les grandes entreprises sur des postes où il y a un risque potentiel. Donc là, cette étude peut également être jointe. Euh, qu'est-ce qu'on peut encore Les études de poste avec photo, oui, moi je trouve que ça apporte déjà un plus par rapport au dossier, parce nous on visualise le poste de travail, parce que on ne connaît pas nécessairement toutes les entreprises. Donc du coup, et aussi même dans une même entreprise, il peut y avoir des postes de travail totalement différents. Du coup, ça nous permet aussi d'avoir un premier visu. Après, vous ne pouvez pas mettre de vidéo, mais vous pouvez déjà faire une explication avec des photos. Bon, bah voilà, par exemple, la tâche Intel, il effectue ça comme poste de travail. Donc, oui ou non, il effectue la gestuelle telle que le tableau le préconise. Ça importe aussi en plus dans le dossier. Et ça peut faire, du coup, aussi apporter des éléments en plus pour le gestionnaire aussi pour prendre sa décision. Ok, merci pour ces précisions. On arrive à la fin de cette présentation. On va passer donc aux questions-réponses. Et justement, il y en a une. Les activités sportives pratiquées par le salarié sont-elles aussi étudiées, sachant que le salarié pratique un sport à haut niveau? On est en plein dans les JO, là. Alors, bon nombre de personnes ont une vie, pas tout le monde a une vie privée personnelle avec des activités de loisirs. Là, on est dans un cadre totalement professionnel. Donc, nous, on s'attache d'abord à voir si la profession qu'il exerce l'expose, parce que si la profession qu'il exerce l'expose telle que définie par le tableau sur une durée requise, même s'il pratique un sport de haut niveau qui peut également être une conséquence, à partir du moment où il y a le risque professionnel est avéré, on prendra quand même le risque professionnel parce qu'il passe 7 heures par jour, 5 jours par semaine sur son lieu de travail, donc potentiellement plus de temps.
Par contre, nous, personnellement, on ne recherche pas ces causes-là. Non, Elles peuvent être un élément apporté par vos soins, si vraiment l'exposition n'est pas suffisante et qu'au contraire, il a une activité sportive de haut niveau ou très régulière. C'est un élément que vous pouvez nous apporter, mais que nous, on ne peut pas rechercher. non. Et même en première instance, le médecin conseil ne va pas vérifier ça non plus. Éventuellement, en deuxième instance, ça peut être apporté comme élément pour la commission régionale. Mais en première instance, le service médical, quand il a la demande initiale, ne va pas contrôler les activités, on va dire, extra. On entame maladie professionnelle, donc on va s'acter uniquement sur la profession, le métier. On ne va pas aller vérifier ce que la personne fait en extra. Pareil, pour rejoindre un peu cette idée-là, ce qui arrive souvent aussi, c'est que certains salariés ont une activité professionnelle à côté, peut-être même en auto-entrepreneur. Ça, c'est également une information que vous pouvez nous apporter. Et qui est contrôlable. Qui est contrôlable, mais que nous, on ne cherche pas à l'origine. Mais si vous avez connaissance de telles situations, évidemment, vous pouvez nous l'indiquer. Maintenant, si c'est plutôt des doutes ou des on-dit sur des activités, par exemple du week-end, sur tous les métiers du BTP où les salariés font souvent des chantiers à côté, que ce soit personnel ou pour aider d'autres personnes. Là, pareil, nous ne recherchons pas ça. Si vous en avez des connaissances, vous pouvez nous le dire, mais si c'est des on-dit sans certitude, comme par exemple l'auto-entreprise, ça dépend si c'est vérifiable ou non. De toute façon, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que effectivement, nous, on reste sur le caractère uniquement professionnel. Totalement. Donc, ça veut dire l'activité professionnelle du salarié et on ne va pas au-delà, Non. sauf, voilà, ce sont des éléments qui peuvent être apportés par les employeurs pour la commission de Mais que nous, on reconnaissance. ne prend pas en compte. Mais que Comme- vous ne prenez pas en Ouais. compte. Comme dit, dès lors que les conditions du tableau sont remplies au niveau de l'activité, et bien dans ce cas-là, c'est la profession qui sera mise en avant. Et si c'est pas suffisant et que ça part en comité, là, effectivement, on fera état, si on en a eu connaissance par vos soins, de ces éléments-là. D'accord, merci. Une autre question, donc là c'est Amiel qui nous demande, est-ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut-il valablement prononcer une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle à l'encontre du dernier employeur alors que le salarié n'accomplissait pas les tâches correspondantes au tableau des maladies professionnelles chez ce dernier? J'ai un peu du mal à Ouais, comprendre la question. puisque tu disais tout à l'heure d'ailleurs qu'on s'attache vraiment par rapport à la date de première constatation à chercher. Oui, ça c'est le point de départ, la date de Oui. première constatation. On retourne combien de temps en arrière? Tout dépend du tableau. Oui, Ah, tout dépend du tableau. C'est le tableau qui le détermine. Ok. Donc Mais là, après, là, la décision de la commission régionale peut être valable. Parce que, en fin de compte, si j'ai bien compris, vous avez eu ce type de dossier. Donc, le dernier employeur, potentiellement pour vous, n'était pas impacté. Donc, pour vous, en fin de compte, il n'était pas impacté par rapport aux tâches correspondant au tableau des maladies professionnelles. Alors, le C2RMP donne un avis. Alors, ça ne veut pas dire que nécessairement vous serez impacté financièrement. C'est-à-dire que, comment je m'explique? Aujourd'hui, il y a une demande de maladie professionnelle. La date de première constatation médicale était en 2023, novembre 2023. Il travaille chez vous depuis 2024, on va dire depuis janvier 2024. Vous êtes informé par le gestionnaire comme quoi il y a une demande de maladie professionnelle, puisque vous avez aussi un certificat médical avec un arrêt qui en découle. Mais c'est l'employeur précédent. En faisant une enquête, on s'aperçoit que c'était l'employeur qu'il avait en 2022, puisqu'on a aussi interrogé l'employeur où il travaillait en 2022 et 2023, où il a effectué cette gestuelle.
Vous êtes informé de la décision faite par le comité régional qui a eu un accord et potentiellement, normalement, vous n'êtes pas impacté. La CARSAT, à ce moment-là, vérifie quel est l'employeur qui est impacté ou l'assuré a eu les gestes tels que le tableau le préconise. C'est-à-dire où il a potentiellement eu Été exposé exposé et par a rapport contracté, enfin, au tableau des maladies professionnelles. J'espère que j'ai été assez claire par rapport à votre question. Voilà, en fait, c'est l'exposition qui fait que c'est l'employeur A ou l'employeur B qui va être impacté, c'est ça? Toujours par rapport à la date de première constatation médicale. Ça, c'est le plus important, c'est la date de première constatation médicale. C'est la date du départ du dossier, de tous les dossiers de maladies professionnelles. C'est à ce moment-là le gestionnaire et l'agent enquêteur va vérifier ce que la personne a effectué avant la date, donc antérieurement à la date de première constatation médicale. Si la date de première constatation médicale est en 2015, aujourd'hui, vous vous êtes informé qu'il y a une demande de maladie professionnelle, mais on va vérifier les employeurs qui étaient impactés avant la date de première constatation médicale. Donc, les travaux effectués par la personne qu'elle a effectués dans une entreprise qui existe ou qui n'existe plus, malheureusement, certaines entreprises n'existent plus, avant 2015. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez claire dans la réponse que je vous ai émise, si vous pouvez, ou si vous avez besoin d'un autre type d'éclaircissement. D'accord. Donc, super, apparemment, ça. J'ai bien compris la question. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à cette thématique? Donc oui, hein, moi je reviens pour revenir sur la fameuse question de Amiel. Effectivement, c'est pas forcément l'employeur dont le salarié travaille en dernier qui va être Aujourd'hui. impacté par une demande de maladie professionnelle. Ça, c'est l'enquête qui va effectivement déterminer quels sont les gestes, donc voilà l'instruction, quels sont les gestes qui ont été accomplis dans une entreprise et qui découlent sur une maladie professionnelle. Donc, c'est pas forcément, voilà. Mais le gestionnaire est quand même dans l'obligation d'informer qu'il y a une maladie professionnelle en cours d'instruction, compris l'employeur actuel. Après, pour revenir sur le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est bien un comité à part, Oui, totalement. Indépendant. indépendant, voilà, de la caisse. Et donc, voilà, nous, ce que je veux dire, c'est on n'intervient pas dessus, Non. que ce soit même en physique, on n'est pas dans ce comité-là. Il n'y a pas d'interaction. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est externe à la caisse, qui est indépendant. Un collège de médecins qui, en fonction des dossiers qui sont étudiés, sera présent, par exemple, pour des troubles musculo-squelettiques, ce sera plutôt un médecin des pathologies professionnelles, un médecin du travail, un médecin conseil, un médecin, mais hors circonscription. Et par exemple, pour les risques psychosociaux, ce sera alors un psychiatre. Enfin bref, c'est vrai, voilà. C'est des médecins qui ont des connaissances également sur les pathologies. Voilà. Alors, une question de Christine. Est-ce que la reconnaissance de maladie professionnelle est accompagnée de restrictions pour les prochains emplois? Alors, pour les prochains emplois, Alors, il peut y avoir une intéressant. décision du médecin du travail qui, à la suite de la maladie professionnelle, propose un poste adapté ou une restriction au poste, par exemple, alors c'est peut-être pas le cas là, mais de port de charge pour certaines pathologies. Si c'est pour une inaptitude, alors je sais pas si c'est la question là ou si ça concerne une inaptitude au poste. Parce qu'une restriction pour les prochains emplois, je ne comprends pas le terme de prochains emplois. Est-ce que c'est l'emploi actuel ou Chez un autre employeur? Parce que là, je ne comprends pas les prochains emplois. Christine, est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, par rapport à votre question? C'est l'exemple donné avant. Ah, par rapport... C'est-à-dire que
lorsque vous embauchez un salarié, vous voudriez connaître. Non, je ne vois pas trop, en fait. Alors C'est peut-être que c'est par exemple on a un salarié voilà il y a une maladie professionnelle il y a qui est un en. constat Ah non, par les rapport au médecin employeurs. du travail. Je vais dans l'entreprise B 3 mois plus tard je suis embauché dans l'entreprise B. Non, Est-ce que non. effectivement cette restriction intervient pour l'entreprise B? Bah non, il faut que c'est à la personne, donc à l'assuré, d'informer l'employeur, on va dire le Oui, nouvel employeur. Mais le bon, fera ça, peut-être nous, pas. on ne fera. Ouais, voilà, mais c'est pas nous qui allons. Déjà, on n'est pas censé savoir non plus que la personne est changée de travail, et c'est pas nous qui allons aller vers le nouvel employeur dire bah attention, il y a une restriction. Et voilà, c'est ça. Il faut, entre guillemets, il faut que la personne Soit honnête. soit honnête, Soit honnête. reste honnête et précise ce type de choses. Ah, mais non, nous, on ne fait rien. Il n'y a pas eu. C'est à l'assuré. L'assuré en fait la demande. Après, derrière, s'il y a un changement d'emploi, il faut que l'assuré en fasse, soit honnête et le précise à son nouvel employeur qu'il a des restrictions. Et quelque part, ce serait même mieux pour lui parce que si c'est un problème de dos, s'il ne doit pas porter et qu'il est dans un nouvel emploi où il doit porter, c'est mieux pour lui. Après, il y a des salariés qui sont vus par le médecin du travail pour une visite médicale avant embauche. Ça peut exister aussi, mais il n'y a pas de suivi de dossier. C'est-à-dire que il peut avoir un médecin du travail différent, son dossier ne le suit pas. Donc, à moins que le médecin du travail interroge le précédent, où il peut connaître les antécédents médicaux, mais bon, encore une fois, là, on est dans un cadre totalement médical. Donc, nous, caisse primaire, à part le médecin conseil, nous, caisse primaire, de toute façon, c'est pas des sujets. Alors, Non, c'est ça ce qu'elle a expliqué. C'est C'est la voilà. DPCM chez l'ancien employeur de 2023, d'accord, au côté chez un nouvel employeur en 2024. c'est ça. Ok. De toute façon, hein, les restrictions, ça reste médical et nous, on n'est pas médecin, donc c'est pas à nous de. Voilà. Bah, les Ça, restrictions c'est une règle hein, qu'il faut retenir quelque part. et Nous, on les est la caisse. inaptitudes ne sont que du ressort du médecin du travail. Ouais. Donc, on reste vraiment dans du domaine médical et non administratif. Nous, en fin de compte, on acte les informations médicales, tout simplement. Donc, une question de Amiel, est-ce que le site QR Pro informe sur les différents délais qu'il faut respecter pour commenter et consulter les pièces Ouais. en cas de transfert du dossier au C2RMP? Je dirais oui. Oui, et aussi rappeler sur les courriers que vous avez aussi. Vous avez le courrier de première instruction avec les délais normaux. Et s'il y a une deuxième instruction vers le C2RMP, vous avez un nouveau courrier. Et là, toutes les dates sont précisées, donc les dates de consultation, les dates possibles où il est encore possible d'ajouter des pièces ou juste de consulter. Enfin, toutes les dates sont communiquées lors du courrier de démarrage de l'instruction. Et c'est les mêmes communications pour l'assuré et pour le salarié et pour l'employeur. Démarrage de l'instruction, vous avez les périodes de consultation de pièces, vous pouvez juste préciser des commentaires sur un QRP. Et si le dossier part en deuxième instruction, donc vers le C2RMP, vous avez 2 phases de consultation complémentaires. C'est-à-dire que vous avez une première phase où vous pouvez aussi ajouter des documents complémentaires au dossier et encore une autre phase après la fin d'ajout des pièces pour encore ajouter des commentaires avant l'envoi définitif du dossier au C2RMP, bien entendu. Il y a une différence à faire hein, entre le dépôt des pièces et le commentaire à effectuer. Hein. Quand Totalement. on est sur la phase commentaire, c'est commentaire, c'est-à-dire on rajoute des informations par écrit, mais on ne peut pas rajouter de pièces. Hein. Ouais, et même si nous, on a été sollicité dans le cadre d'une enquête, même si vous venez vers nous pour que nous, on ajoute à votre place les pièces, on ne peut pas plus que vous les ajouter. Hein. C'est vraiment bloqué pour tout le monde. Bah c'est par rapport au contradictoire. Hein. C'est Il ça, faut tout à fait. voilà, Respecter le contradictoire. Exactement. Le respect du contradictoire est pour les 2 parties. Okay. Moi, j'ai une question. Juste, quand le dossier dans l'échéancier est marqué clôturé, on peut télécharger le dossier. Mais combien de temps après? En général, c'est 3 mois. 3 mois après. Hein. 3 ou 6 mois, je ne sais plus. C'est pas trop. Ouais, ça, faudrait vérifier. Faudrait vérifier si ça n'a pas évolué entre-temps. Ouais, oui.
Et je pense qu'on n'a plus de questions. Donc, on arrive à, eh bien, à la fin de ce webinaire. Merci de l'avoir suivi. Merci pour ces questions. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 3 octobre pour un webinaire dédié aux actualités. Concernant un webinaire sur la gestion des maladies professionnelles, juste pour info, il y en aura un qui est prévu le 21 novembre. Donc là, on sera sur la catégorie des maladies professionnelles hors tableau. Voilà. Merci, bonne journée et à très bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.